Tu as sûrement passé des heures à construire quelque chose, que ce soit un texte, une vidéo, une voix, un angle sur le monde qui t'appartient. Et quelque part, sans que tu en sois informé, sans que tu aies donné ton accord, sans que tu sois rémunéré, ce que tu as créé nourrit un modèle d'intelligence artificielle. Alors est-ce que c'est du vol ou encore de l'innovation? Est-ce que ce phénomène il est inévitable? Et surtout, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Bon, on croit souvent que la question des droits d'auteur et de l'IA, c'est une question juridiquement complexe, qui serait réservée aux avocats, aux grandes entreprises ou aux artistes célèbres. Mais c'est faux. C'est une question sociale et politique qui concerne tout créateur, soit du plus petit au plus grand. Au-delà de ça, on croit aussi que publier en ligne, c'est accepter implicitement que son contenu soit utilisé, que les conditions générales d'utilisation, celles qu'on ne lit jamais, règlent tout ça. Eh ben ça, c'est faux également, car ces conditions sont écrites par des entreprises pour protéger leurs intérêts, mais pas les tiens. Et elles évoluent en permanence, souvent sans notification claire. La réalité, elle est beaucoup plus simple et cependant beaucoup plus dérangeante. Le droit d'auteur, il existe. Il protège les créateurs. Et les modèles d'IA étaient entraînés sur des corpus massifs de contenus protégés, souvent sans autorisation et souvent sans rémunération. Et le cadre juridique court après une technologie qui sprint. Les conditions générales, ça protège pas tes droits, ça organise leur contournement. Pour comprendre ce qui est vraiment en jeu, au-delà du juridique, je m'appuierai sur Antonio Casilli, sociologue français spécialiste du travail numérique et auteur de « En attendant les robots » qui a été publié en 2019. Ce qu'il montre, c'est fondamental. Derrière l'automatisation apparente de l'IA se cache un travail humain massif et sous-rémunéré. Les données d'entraînement, ça tombe pas du ciel. Elles sont produites par des humains, souvent sans qu'ils en soient conscients et souvent sans compensation. Autrement dit, quand un modèle d'IA est entraîné sur des scripts, pour produire ensuite du texte automatisé, l'extrait de la valeur sans être rémunéré. C'est du travail humain qui se transforme en capital technologique sans contrepartie équitable. Caselli, il appelle ça le digital labour, autrement dit le travail numérique invisible. Et ce constat, il soulève deux questions. La première, c'est le contenu produit par IA peut-il être protégé par le droit d'auteur? La réponse actuelle dans la plupart des juridictions, c'est non. Le droit d'auteur, il protège les œuvres de l'esprit humain. Une œuvre produite par une machine sans intervention créative humaine, c'est pas protégeable. Mais la frontière, elle devient floue quand un humain utilise l'IA comme outil. Dans ce cas, qui est l'auteur? L'humain qui a donné les instructions ou la machine qui a produit? Les créateurs dont l'œuvre a servi à l'entraînement, ça c'est pas une question résolue et ça va s'intensifier avec le temps. Ce que je peux dire depuis ma position de créateur, quand j'utilise l'IA pour construire des scripts, je reste l'auteur de la pensée, du cadre, de la voix, et même de la trajectoire narrative. L'IA c'est un outil, pas un co-auteur. L'auteur, c'est celui qui pense, pas celui qui tape. Je vais être honnête avec toi sur ma propre position, et c'est la partie la plus difficile de cette capsule. Le fait que ma voix, mes scripts, mes vidéos puissent nourrir des modèles IA, ça me dérange plus en soi. Parce que j'ai intégré quelque chose de fondamental. En fait, ce sont des macro-structures installées depuis des années sur lesquelles j'ai pas la main. Et au sujet de la rémunération des données, oui, l'idée est intéressante en théorie, mais les données sont déjà utilisées gratuitement depuis des années. Et on accepte collectivement, souvent sans s'en rendre compte, que nos productions humaines nourrissent des systèmes qui nous dépassent. Et dire ça, c'est pas du fatalisme, c'est du réalisme sociologique. On peut pas lutter contre une macro-structure avec une indignation individuelle. Ce qu'on peut faire, c'est comprendre le système dans lequel on opère, garder les yeux ouverts et choisir consciencieusement ce qu'on y met. Tu pourras pas empêcher les modèles d'IA d'avoir été entraînés sur des contenus disponibles en ligne, mais tu peux prendre des mesures concrètes. La première mesure, documente ta création. Date tes contenus, conserve les versions intermédiaires. Et en cas de litige, la preuve de l'antériorité, c'est fondamental. Le deuxième élément, c'est utiliser les outils de protection disponibles. Les métadonnées, les licences Creative Commons, ça définit explicitement les conditions d'utilisation de ton contenu. C'est pas suffisant pour tout bloquer, mais c'est une position publique claire. Le troisième levier que tu peux invoquer, revendique ta paternité publiquement. Sur chaque contenu que tu publies, tu es l'auteur et le contenu est protégé. C'est pas une garantie absolue, mais c'est une trace. Et quatrième chose, reste informé des évolutions juridiques. L'EI Act européen, on voit qu'il y a des procès en cours aux États-Unis et ces évolutions ont créé des précédents qui changeront les règles du jeu. Les créateurs qui comprennent ce cadre seront mieux positionnés pour défendre leurs droits. Ta création t'appartient. Revendique-la avant que quelqu'un d'autre s'en empare. En définitive, la question des droits d'auteur à l'ère de l'IA, c'est pas une question technique. C'est une question de pouvoir. Qui décide de la valeur d'une création? Qui décide de comment elle peut être utilisée? Aujourd'hui, c'est largement les entreprises technologiques qui posent ces règles. Et les créateurs, les artistes, les journalistes, les enseignants ou encore les youtubeurs sont en train de découvrir que leur travail nourrit des systèmes qui vont maintenant la faire concurrence. Et c'est pas une fatalité, c'est un constat, c'est un rapport de force. Et comme tout rapport de force, il se joue aussi dans la conscience qu'on en a. Comprendre de ce qui est en jeu, c'est déjà refuser de jouer naïvement. Et n'oublie pas, le temps ne se gère pas, ça se structure. Et ton temps créatif, ce temps rare, irremplaçable, profondément humain, il mérite d'être protégé. Pas simplement par le droit, mais par ta propre vigilance. On arrive au terme de cette capsule, et oui, c'est déjà la fin. Et dans la capsule 29, on va parler d'un truc que l'IA accélère sans qu'on s'en rende compte. C'est la façon dont nos relations humaines se recomposent quand les algorithmes décident qui on voit, quand
et avec quelle fréquence? C'est plus subtil que ce qu'on croit. Et la réponse, elle arrivera jeudi prochain. Donc crée, revendique et dure. C'était Mourad, je suis sociologue de terrain, je me suis spécialisé dans les temporalités sociales qui me paraissent les plus cruciales en 2026. Si ça t'intéresse, abonne-toi, partage. Sur ce, j'y vais parce que j'ai encore une capsule à enregistrer. C'était Mourad, fais attention à ton temps et à ton contenu. Peace.